suis alsacien de naissance. J'ai grandi aussi à Haguenau et puis à Colmar. Et puis j'ai eu l'occasion d'habiter dans le nord de la France, à Bruxelles, puis en Lorraine, puis aussi en Allemagne, à Leverkusen. Et puis ça fait maintenant 5 années qu'on a décidé de revenir en Alsace avec mon épouse et mes enfants. Donc professionnellement, je suis enseignant en histoire-géographie dans un collège à la circonscription à Cronenbourg. Quand j'ai eu le choix, on m'avait dit à l'époque, vous allez où, à Kléber ou à Cronenbourg? J'ai dit, je vais aller à Cronenbourg parce que je me sentais prêt aussi à aller voir ce que c'était que l'enseignement prioritaire. Ça a été une vraie découverte pour quelqu'un qui vient d'une classe moyenne, comme moi. Voilà, je le dis en toute humilité. J'ai donc fait de l'enseignement franco-allemand. La voie de l'enseignement, je l'avais choisie après avoir aussi étudié la musique au Conservatoire Royal de Bruxelles, puisque je suis altiste et j'ai eu l'occasion de jouer à la Roberto à de maintes reprises dans l'orchestre Volute. Là, c'est quelque chose qui est un petit peu entre parenthèses pour le temps de la campagne, c'est bien normal. Je me suis engagé avant d'être en marche à l'UDI, pour être tout à fait transparent, et puis j'avais quitté ce mouvement, ce parti politique avant même la création du mouvement En Marche par Emmanuel Macron en avril 2016. Comment on y vient? Quel est le sens de votre candidature? C'est d'abord une concrétisation d'une démarche où j'ai pendant des mois et des mois défendu d'abord la construction du projet, puis ensuite où j'ai porté la parole de ce projet. C'est aussi parce que j'ai eu beaucoup de soutien de gens du mouvement, mais aussi de gens en dehors du mouvement. C'est parce que je crois que vraiment il faut renouveler la politique. Renouveler la politique, ça passe aussi par changer ceux qui la font. C'est pas du dégagisme au sens qu'on a pu l'entendre ailleurs, c'est-à-dire que pour changer les pratiques, il faut aussi changer un certain nombre de personnes. Voilà, je crois qu'il y a une génération qui a fait son travail et qui l'a très bien fait, en partie. Parce qu'on reste dans un pays quand même qui est incroyable. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous retrouverez toujours dans l'état d'esprit d'En Marche. On a bien conscience de la chance qu'on a de vivre en France. Pour autant, le diagnostic, il est quand même sévère. L'abstention ne fait que progresser, l'extrême droite ne fait que progresser. Les dernières années, le gouvernement a bien vu les difficultés à mener un projet avec des majorités de plus en plus instables. Donc ces 3 éléments du diagnostic sont toujours là. L'abstention a encore été forte, le vote extrémiste a encore été fort. Donc plus que jamais, on se sent conforté dans notre démarche de renouveler une offre politique. Et pourquoi vous êtes candidat? Pourquoi est-ce que je suis candidat? Parce que je pense que je ferai un bon député. Parce que je pense que j'ai beaucoup réfléchi à ce que devait être le travail du député dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent. Parce que je pense que après avoir dirigé la campagne d'Emmanuel Macron dans le Bas-Rhin, j'ai sillonné le département, j'ai entendu ce que les gens avaient à dire. Je crois aussi que j'ai un parcours professionnel, personnel qui me permet aujourd'hui d'aborder en toute sérénité cette responsabilité si jamais les électeurs devaient me la confier. Alors comment vous envisagez, si jamais les électeurs vous donnent leur confiance, comment vous envisagez votre rôle de député? Comment vous allez être? Alors, Emmanuel Macron a été très clair là aussi sur la façon dont il fallait réformer le rôle du député. Je pense qu'il faut que le député incarne un travail législatif, bien plus que ça n'a été le cas ces dernières années. Je pense qu'ensuite il y a un travail à incarner dans le contrôle de l'action du gouvernement. Et là aussi, c'est quelque chose qui a été trop peu fait ces dernières années. Donc il y a un rôle national. Bien entendu, pour incarner cette nation, le député il a un ancrage territorial, c'est la circonscription, c'est le mode de scrutin qui veut ça. Mais maintenant, ce travail de circonscription, il est à changer aussi, parce qu'on voit bien que on dira ce qu'on voudra. Aujourd'hui, un parlementaire, ça passe beaucoup de temps à faire en sorte de se faire réélire à la prochaine élection. Aller à une inauguration ici, aller à une fête ici, etc. C'est un travail qui est nécessaire, bien entendu, avec une certaine mesure. Moi, je prends les engagements suivants par rapport au rôle des députés. C'est que, bien entendu, par exemple, j'irai formuler des vœux aux habitants de la circonscription. Mais une fois que les vœux seront dits, qu'on se sera souhaité bonne année, on va dire ensemble, bon, ça fait 6 mois que j'ai été élu, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que vous avez pensé de ce que j'ai fait? Qu'est-ce que vous attendez de moi par rapport aux projets de loi qui sont annoncés dans les prochains mois? Parce que bien entendu, les projets vont continuer à arriver.
programme d'Emmanuel Macron, il va s'étaler sur les 5 années. Et je pense qu'il faut vraiment trouver le moyen de réinventer la façon de faire de la politique. C'est pas simple. L'autre jour, j'ai eu la chance de rencontrer le maire de Kingersheim, qui a mené des démarches absolument incroyables dans sa commune pour rénover la participation citoyenne. Il n'empêche que le Front National reste quand même très fort, il n'empêche que le taux de participation à ces événements reste faible. Mais je pense qu'on a aussi montré là, à En Marche, une vraie qualité de réinventer les choses avec des méthodes qui existaient déjà. On va faire des réunions publiques comme les autres partis, on va aller sur les marchés, mais on va aussi beaucoup plus consulter les gens, et je pense que la construction du programme a bien incarné ça. Donc moi, sous quelle forme? C'est-à-dire La consultation? Sous la forme d'abord de nous appuyer sur ces fameux comités locaux, parce qu'il y en a des centaines sur le territoire français, et que ces comités locaux, c'est eux qui vont nous permettre d'aller interroger les gens aussi, parce que ça, il va falloir continuer à le faire. C'est pas pour rien qu'on avait commencé en faisant une grande marche, pour aller chercher l'avis des gens, parce qu'aujourd'hui, on a besoin. Sous quelle forme? Peut-être un conseil de circonscription, régulier. Et en tous les cas, je pense qu'il y a à un moment donné un rendez-vous clair. Moi, je vais aller faire une dizaine de réunions publiques là, pour cette campagne, en plus de toutes les autres opérations. Je m'engage à ce que dans ces mêmes lieux, dans 6 mois, si je devais être élu, je reviendrai rendre compte de mon travail. Et puis le reste, ça va être aussi des suggestions qui vont nous être faites sur comment faire, parce que on a des idées, mais on a aussi besoin de continuer à avoir des retours de terrain. Il y a aujourd'hui, qu'est-ce que c'est difficile, par exemple, d'avoir une salle pour faire une réunion publique, ce qui est quand même incroyable, parce que la citoyenneté, l'exercice de la citoyenneté devrait finalement être facilité. Alors il y a des salles, elles sont souvent payantes, par exemple. Je pense qu'il faut réfléchir à tout un tas de démarches, à tout un tas de choses très pratiques, très pragmatiques, pour qu'on arrive à transformer cet essai, parce que c'est ce que je disais l'autre jour aux militants après le deuxième tour. J'ai dit, voilà, nous on n'oublie pas que l'objectif c'était de rénover la démocratie. Voilà. On a montré qu'on allait à l'écoute des gens, qu'on allait leur présenter le programme. Les marcheurs ont fait un travail de pédagogie incroyable, et donc tout ça on va continuer à le faire et l'amplifier. Alors, très rapidement, question-réponse, Ouais. êtes-vous favorable à la restriction du cumul des mandats en temps et en nombre? Oui, tout à fait. Et je vais même être très franc avec vous, dans le programme d'Emmanuel Macron, ça a été indiqué 3 mandats successifs, et puis après ça s'arrête. Partout les gens me disent 2, donc moi je défendrai 2 mandats successifs. Il ne faut pas oublier le cumul des mandats et des fonctions, parce qu'il y a aussi ça derrière. Donc oui, je le défendrai. À la dépénalisation du cannabis. Ah, voilà, ça c'est un sacré sujet. Parce que, en fait, la dépénalisation du cannabis existe presque déjà. C'est ce qu'on appelle la transaction judiciaire, qui est dans la loi Taubira, qui permet de contraventionnaliser la détention et l'usage du cannabis. Donc la contraventionnalisation, c'est quelque chose qui a été proposé par Emmanuel Macron dans son programme. Je pense qu'au-delà de cette question technique qui a des limites, on ne fera pas l'économie à un moment donné de mettre les choses sur la table. On sait très bien qu'il y a une économie souterraine qui se nourrit de ce trafic. On sait très bien que la qualité des produits est terrible et qu'elle peut avoir des conséquences dramatiques sur la santé des jeunes. Et en même temps, on sait, alors le en même temps il est maintenant connu, on sait que le cannabis, parfois, ça peut être le premier pas vers une addiction à des drogues plus dures, entre guillemets, même si je sais on peut discuter le caractère doux ou dur d'une drogue. Moi, je crois que là-dessus, il va falloir à un moment donné qu'on fasse un grand débat national. Parce que c'est un phénomène massif, c'est un phénomène de société, la consommation de cannabis. Il ne faut plus se le cacher. Voilà. En tout cas, plutôt pragmatique. Complètement pragmatique, avec déjà une solution qui existe, comme beaucoup de choses d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses qui existent et qui ont simplement, dans la façon de faire la politique, l'État à un moment donné, il a à amplifier des choses qui existent. Et donc cette transaction judiciaire qui permet de contraventionnaliser l'usage, la détention de cannabis, je pense que c'est à développer. Est-ce que vous êtes favorable au travail du dimanche, à l'extension du travail du dimanche? Alors la première loi Macron a déjà simplifié la chose. Voilà. Est-ce que vous êtes encore favorable à plus de souplesse? Globalement, je trouve qu'on est allé assez loin sur le sujet.
Après, il y a en fonction des territoires, hein, parce que c'est aussi lié au territoire, en fonction des entreprises, je pense qu'on peut encore peut-être négocier à la marge, mais globalement, le travail du dimanche, ça doit rester quelque chose de possible, mais en aucun cas quelque chose de normalisé. Voilà, il faut que le travail du dimanche reste quelque chose qui soit négocié au sein de l'entreprise ou du territoire, avec des compensations pour les salariés, même s'ils le font sur la base du volontariat. Est-ce que vous êtes favorable au vote des résidents étrangers payant leurs impôts locaux au scrutin Alors, au jour d'aujourd'hui, j'ai pas envie de m'avancer sur un sujet comme celui-là. Il y a des solutions qui existent pour les ressortissants de l'Union européenne. Les conditions pour obtenir la nationalité française sont relativement simples. Ça pose un problème finalement surtout aux personnes issues de pays qui n'acceptent pas la double nationalité eux-mêmes. Moi, dans l'état actuel des choses, je suis pour le maintien des choses telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui. Ok. La remise en cause, êtes-vous favorable à la remise en cause de la grande région Est et à la collectivité, ou plutôt favorable à la collectivité unique d'Alsace? Alors, là-dessus, sur cette question qu'on nous a fait remonter à chaque réunion publique et à chaque conversation qu'on a eue sur le marché, j'ai toujours répondu à la chose suivante. La région Grand Est, elle existe, il n'y a pas d'engagement à revenir dessus. Maintenant, on entend quand même une relative unanimité, que ce soit au niveau administratif, économique, pour dire que ça ne fonctionne pas bien. Emmanuel Macron a dit aussi qu'il serait le candidat de la décentralisation. Il a tenu à cet égard un discours de Furiani en Corse, où il a dit que ce qui se passait en Corse pouvait être comparable à ce qui se passait à d'autres endroits du territoire français. Et moi, je prends un engagement, c'est que à l'Assemblée nationale, j'irai dans les groupes de réflexion sur la réforme territoriale, parce qu'en tout état de cause, ce territoire alsacien, donc une terre, une histoire, il faut lui donner un statut de collectivité territoriale. Il y a beaucoup de propositions qui existent aujourd'hui. Je pense qu'à un moment donné aussi, il faudra... Parce que les gens disent rendez-nous l'Alsace, d'accord, mais laquelle? Celle où on a refusé la fusion des départements, celle où on fait une fusion des départements, mais on ne sait pas encore au sein de la grande région ou pas. Donc, sans vouloir faire une réponse politicienne, à un moment donné, le premier des corporatismes auquel Emmanuel Macron il a voulu s'attaquer, c'est celui des partis politiques. Et ces partis politiques qui ne sont pas tout à fait étrangers à l'échec de la fusion en 2013. Maintenant, on va me dire, on peut essayer de refaire l'histoire. Bon, les choses sont là, il y a une réforme qui existe. Le Grand Est, ça semble mécontenter beaucoup de monde. Moi, je ne fais pas de promesses. Par contre, je m'engage à être actif, si j'étais élu à l'Assemblée nationale, dans les commissions, dans la commission qui est en charge de l'application des lois constitutionnelles, et puis dans les groupes de réflexion sur la réforme territoriale, parce que forcément, en ayant dit qu'on allait être candidat à la décentralisation, il y a une grosse attente. Est-ce que vous êtes favorable au GCO? Oui, je suis favorable au GCO parce que je vois trop comment cette autoroute est à la fois une frontière urbaine à Strasbourg et qu'elle coupe la ville de Strasbourg en deux. Et malgré les efforts qui ont été faits pour relier l'ouest au reste de la ville, on voit que c'est une vraie frontière. Parce que je pense que les populations qui sont au bord du GCO n'en peuvent plus. Et parce que je pense qu'il y a beaucoup d'argent qui est perdu. Pour autant, le GCO, ça a quand même été assez mal défendu. Moi, personne m'a dit... vous savez, il y a un argument tout simple. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on remplit le verre, et puis il suffit d'une goutte d'eau pour faire en sorte qu'il y ait un phénomène qui soit absolument pas proportionnel à ce qui était arrivé auparavant. Donc, le GCO, pour moi, ça doit permettre de fluidifier le trafic sur la 35, qui doit être requalifié. Maintenant, il y a encore des recours possibles sur le tracé, mais sur le principe du GCO, je suis pour. Je vais vous dire, le courage, il va arriver très vite, parce que bientôt, peut-être la question du pétrole, elle se posera dans d'autres termes qu'elle se pose aujourd'hui. On est en 2020, on peut faire les prospections qu'on veut sur l'avenir. D'ici 2050, par exemple, on sait que le pétrole va se raréfier. Et donc, c'est exactement ça qu'on demande maintenant en politique. Moi, je pourrais vous dire, ah oui, je vais vous sortir le port au pétrole de là où il est, et puis on va le mettre ailleurs. Bon, déjà, je ne suis pas sûr que la compétence du député soit celle-là. Ça aussi, il va falloir qu'on remette clairement la place du député à sa place. Ensuite, si c'est pour le déplacer, si ça prend 10 ans avec tous les recours, etc., et puis, il va rester 15 ans après d'exploitation, et puis après, on va le fermer. Donc je pense que là, il y a une vraie nécessité
et on va revenir à la question de l'urbanisation parce qu'elle est en lien avec, d'anticiper vraiment ce qu'on veut faire à long terme. Gouverner, c'est prévoir. Et je pense que c'est aussi ça qui a séduit avec Emmanuel Macron. C'est quelqu'un qui a une certaine vision de ce à quoi peut ressembler l'avenir. Et aujourd'hui, le port au pétrole, on peut en discuter, mais il faut d'abord avoir bien à l'esprit que voilà, le pétrole, dans 20 ans ou dans 30 ans, peut-être qu'on n'aura plus de port au pétrole à Strasbourg parce qu'il n'y aura plus de pétrole. Voilà. Donc vous pensez qu'il va s'éteindre de lui-même? Je pense qu'il va s'éteindre de lui-même, mais pour faire le lien avec ce que vous disiez sur l'urbanisation, c'est vrai que l'urbanisation a été importante à la Robertsau, comme dans d'autres quartiers, et que donc du coup, forcément, les habitants, en allant de plus en plus loin vers le port, ils se sont rapprochés de cette zone de danger. C'est une activité économique qui est nécessaire à la ville de Strasbourg et à la région. Pour résumer, vous êtes pour le statu quo? Moi, je suis pour le fait qu'on ait bien conscience que du pétrole, on va pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on ne va pas le déplacer maintenant. Statu quo. Voilà. Et ça, c'est la crise démocratique dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et puis on voit ça à d'autres endroits de Strasbourg, et c'est pas propre à Strasbourg et à la ville de Strasbourg. C'est ce que certains appellent l'ubérisation de la politique, où chacun veut finalement donner son avis, et ça c'est totalement légitime. Sur le fait que le député sortant ne soit pas prononcé, je ne me serais pas prononcé non plus. Voilà, je vous le dis en toute honnêteté, parce que c'est une décision qui appartient au maire et à son équipe. Pourtant, il a donné de l'argent à la paroisse Saint-Louis. Oui, alors là, c'est... Voilà. Donc, quelque part, il a donné son avis. Ouais. Mais alors là, on arrive... Vous parliez tout à l'heure du rôle de député. Je pense que cette réserve parlementaire, c'est une plaie dans notre démocratie. On ferme la parenthèse. Voilà. Donc, je ne me serais pas prononcé là-dessus non plus. Donc, je ne me prononcerai pas là-dessus non plus, parce que ce n'est pas dans ma compétence. Maintenant, ce qui est moi dans ma compétence, en tant que... Enfin, ce qui serait dans ma compétence, c'est bien entendu de faire en sorte que la démocratie locale fonctionne mieux. Et pour ça, il faut à mon humble avis, il faut une grande assise sur la démocratie, parce qu'on est là face à un changement de civilisation terrible. Enfin terrible au sens où il est absolument incroyable. Moi, sur le foyer Saint-Louis, si vous devez me poser la question, je trouve toujours regrettable qu'un espace vert soit transformé en espace bâti. Après, ça veut dire que si on construit ailleurs des logements dont il y a besoin, il faut aussi peut-être à ce moment-là accepter l'idée qu'on ait des bâtiments un peu plus hauts, hein, c'est les fameuses tours. Si on veut garder à d'autres endroits des espaces verts, je pense qu'il y a des compromis à faire. Et encore une fois, ces compromis, bon, il y a une tentative là à Strasbourg notamment de revitaliser la démocratie locale, c'était nécessaire. Moi, je serais un observateur et un contributeur attentif. Et parce que le mouvement En Marche, c'est vraiment un objectif, c'est d'investir ces débats-là. Moi, je pense que, sans vouloir faire ma publicité personnelle, je pense que les Français ont fait confiance à Emmanuel Macron dans un contexte tout à fait particulier. C'est vrai, il y avait le Front National face au deuxième tour. Maintenant, si on ne veut pas que le Front National soit là dans 5 ans, encore plus fort, il faut vraiment donner à Emmanuel Macron les moyens d'agir. Et donc pour ça, lui donner une majorité parlementaire. Et cette majorité parlementaire, forcément, elle passera par des visages nouveaux. Mon visage, il est nouveau. J'ai déjà fait des réunions pendant la campagne présidentielle. J'irai sur toute la circonscription vous rencontrer. Mes équipes viendront vous rencontrer. On viendra encore discuter de ce que vous attendez d'Emmanuel Macron. Je me réjouis de passer les semaines qui viennent sur le terrain. Voilà, écoutez, si jamais j'avais l'honneur de devenir votre député, je peux vous assurer que ce sera un député présent, loyal à Emmanuel Macron au niveau national et qui portera haut la voix des Alsaciens et de l'Alsace.